Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour votre série préférée qui est les vidéos de comparaison où on parle d'un sujet, d'une thématique, d'un cursus, d'un métier, peu importe artistique, où nous comparons la différence entre les deux. Et cette fois-ci on se retrouve avec la BDiste Marion Poinceau et la mangaka Shindo. Voici leurs deux noms d'artistes. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils réalisent, toutes leurs informations et leurs réseaux sociaux, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, ils sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Et surtout, on se retrouve pour comparer quoi? La BD et le manga. Parce que souvent on a tendance à, je trouve, à se dire mais ça ressemble beaucoup, je me dis c'est pareil et tout. Oui, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quand même aussi pas mal de différences. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des sujets de comparaison que vous allez voir dans nos futures vidéos de comparaison. Ce sera avec grand plaisir de le savoir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de réaliser cette vidéo. Et puis sur ce, on vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, on y sera avec grand plaisir pour y répondre. Allez, sur ce, c'est parti! Et bonjour tout le monde. Donc pour rappel, je suis Marion Poinceau, donc je suis la dessinatrice de la bande dessinée du Donjon de Nabuck. Alors pour moi, une bande dessinée, c'est tout simplement une manière de raconter une histoire avec des images. Et ça se rapproche un peu du cinéma, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la composition, au plan, au cadrage, exactement comme le ferait un caméraman. Et donc voilà, avec une succession de cases, on arrive à raconter une histoire. Comme au cinéma, on raconte une histoire avec une succession de plans et de scènes avec des dialogues. Le manga, pour moi, c'est un genre de bande dessinée, comme la franco-belge ou les comics, mais qui se distingue des autres genres par des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, des codes graphiques, un style narratif, un format qui sont différents des autres. Et c'est pour ça que maintenant, on reconnaît si facilement le style manga. Et que même si c'est un genre qui est originaire du Japon, à la base, il y a plein d'artistes de tous les pays du monde qui maintenant se mettent à faire du manga parce qu'ils ont intégré ces codes-là. J'ai jamais vraiment dessiné de manga, bon, j'en ai lu quelques-uns. Après, à la base, c'est la même chose, hein, c'est raconter une histoire avec une succession de cases qui mettent en scène des personnages. La différence avec le manga, je dirais que c'est principalement une question de style de dessin. Hein. Les mangas ont un style bien particulier qu'on reconnaît tout de suite, tout comme le franco-belge ou le comics. Ce sont des écoles de dessin qui ont chacune leur style et leurs préférences. Bon, après, forcément, les mangas sont orientés vers des thèmes et des sujets qui intéressent plus particulièrement les Japonais. Tout comme en BD franco-belge, on parle de choses qui intéressent plus spécialement les Européens. Et idem pour les comics et tout ça. Donc voilà, chaque style de BD, selon son origine, reflète le pays d'où elle vient, la culture et les préoccupations de chaque peuple, je dirais. Donc comme j'ai dit, pour moi le manga c'est une bande dessinée, c'est un genre de bande dessinée. On peut trouver évidemment des points communs vraiment évidents, c'est-à-dire que si on prend une page de manga ou de franco-belge ou de comics, on va remarquer que une page est découpée en cases, que les personnages parlent à moyen de bulles, tout ça. Et évidemment, il va aussi y avoir des différences parce que une page de manga ne va pas se composer comme une page de bande dessinée franco-belge. Ça va être au niveau des angles de vue, au niveau de l'intériorité des personnages qui est plus développé dans le manga. On peut comparer le manga à un storyboard de cinéma. Le manga va être beaucoup plus proche d'un découpage cinématographique que d'autres genres de bande dessinée. Alors, je dirais que le progrès, c'est pas vraiment une question de matériel, c'est plutôt une question d'entraînement. À force de dessiner tous les jours, on va suivre des manuels, des cours de dessin et tout ça qu'on apprend. Ça aide, mais avec juste du papier et du crayon, voilà, c'est la base. À partir de là, c'est surtout grâce à ça qu'on progresse. Faire des croquis, s'entraîner à l'anatomie, la perspective, ça quel que soit le matériel, ça change pas grand-chose. Après, avec du bon matériel, forcément, on obtient un meilleur résultat, mais ça se peaufine au fur et à mesure. Et bien sûr, le matériel dépend de ses préférences. Il y en a qui vont préférer la plume, l'autre le pinceau, le feutre, ou bien la tablette graphique, ou même tout au crayon. Voilà, vraiment, ça dépend des préférences de chaque artiste. Et après, il faut juste choisir le matériel qui nous convient, c'est surtout ça.
Au niveau du matériel, moi je travaille en traditionnel, comme on dit, c'est-à-dire sur du papier, avec un crayon, de l'encre, une plume, etc. Donc je ne peux pas tellement vous parler du matériel numérique, parce que c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup, mais je peux vous dire que pour tout ce qui va être numérique, je travaille sur une tablette graphique Fuyong avec le logiciel Clip Studio Paint, qui est très adapté à ce que je fais, c'est-à-dire moi principalement mettre les trames sur mes planches une fois qu'elles sont scannées. Et sinon, je ne peux pas vraiment vous donner des recommandations au niveau du matériel parce que chaque artiste va travailler avec les outils qui lui correspondent le mieux. Moi par exemple, j'adore ancrer avec une plume G. C'est vrai qu'il y a pas mal de mangaka japonais qui utilisent cette plume, mais ça va pas convenir à tout le monde du tout. Donc mangaka qui vont préférer faire l'ancrage avec des feutres très fins, des liners, etc. Le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est plein de trucs, et puis au bout d'un moment, vous trouverez l'outil avec lequel vous aurez le plus d'affinité. Pour devenir BDiste, le principal, je dirais, c'est avant tout le travail, l'entraînement, la motivation. Il faut vraiment dessiner tous les jours, se décourager. Alors bien sûr, il y a des universités qui font des cours de dessin, des académies d'art qui ont des sections bande dessinée, tout ça, ça peut aider. Mais c'est pas ça qui va vous garantir un emploi dans la BD. Ce qui compte, c'est surtout ce que vous aurez appris, et si vous arrivez à plaire à un éditeur ou pas. Et ça, c'est pas un diplôme qui va vous le garantir. Par contre, oui, ça peut vous aider à progresser, à découvrir des techniques que vous ne connaîtrez pas forcément, à confronter votre travail avec celui des autres étudiants. Tout ça, ça peut aider, effectivement. Mais bon, tout ça, vous pouvez aussi le faire dans un atelier BD au sein de votre ville, avec des amis qui partagent la même passion. Et voilà, il n'y a pas de cursus BD bien défini qui vous garantit un emploi dans la BD. Alors les principaux débouchés, donc c'est bien sûr dessinateur de BD. Il n'y a pas que ça, on peut aussi faire dans l'illustration, la publicité, le graphisme, le design pour le jeu vidéo ou la série animée. Tout ça, c'est des... Quand on a beaucoup de crayons, ça peut être d'autres pistes à explorer que uniquement la bande dessinée. Moi, je suis en auto-édition, c'est-à-dire que je ne suis pas éditée par un éditeur de manga, c'est moi qui ai sorti mon manga tout seul. Donc je ne pourrais pas donner beaucoup de conseils au niveau de comment faire pour un dossier d'édition, parce que normalement il faut monter tout un dossier avec résumé de son histoire, quelques exemples de planches, de chara-design des personnages, et ensuite l'envoyer à l'éditeur pour convaincre l'éditeur de demander à être publié. Moi, j'ai pas du tout fait cette étape-là, étant donné que j'ai eu à me convaincre moi-même, c'était assez simple. Et pareil pour les études, beaucoup de mangaka, je suis autodidacte, j'ai pas du tout fait d'école d'art, ni d'école de manga. Si vraiment je devais donner un conseil, si vous voulez vous lancer, il faut dessiner, dessiner énormément. Et après, il y a plein de tutos que vous pouvez aussi trouver en ligne, sur internet. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'est pas nécessaire d'être passé par une école d'art qui sont très souvent très chères. Il faut avoir la volonté et la passion du dessin, vraiment ne jamais arrêter. Et puis les efforts, normalement, finissent toujours par payer. Pour moi, le seul retour que je peux vous faire, c'est le mien. Donc au quotidien, je dirais que c'est un peu comme tous les métiers, hein. On se lève, on se prépare et ensuite on se met devant sa planche à dessin et c'est parti. Puis voilà, on dessine plusieurs heures par jour et on essaye de tenir ses délais quand on en a. Et sinon, si on n'a pas de travail particulier urgent à faire, il faut quand même s'y mettre pour s'entraîner et pas perdre la main. Tous les métiers artistiques requiert qu'on s'entraîne régulièrement. Et quand on dessine pas, qu'on fait autre chose, même le soir, quand je vais me coucher, j'imagine dans ma tête comment je vais réaliser tel ou tel dessin qui m'attend. Est-ce que j'ai plutôt utilisé cette technique-là ou cette technique-là? Ah tiens, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer comme ci, comme ça. Et puis voilà, comme ça le lendemain, j'essaye. Voilà, c'est la technique du dessin, réfléchir à ce qu'on va faire, imaginer, essayer de réfléchir à des idées, tout ça c'est des choses aussi qui occupent toute la journée, même quand on ne dessine pas. Le quotidien d'un mangaka, c'est quoi? C'est pas beaucoup de sommeil, il faut le savoir.
Bon, moi c'est un peu particulier parce que je suis pas mangaka à plein temps, je fais ça à côté de mon autre activité. Donc j'essaie de faire un petit peu moitié-moitié, mais c'est pas toujours évident. Il faut pas compter ses heures, comme on dit. Dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie d'avancer sur mon manga. Il faut être très organisé parce que forcément, on n'a pas vraiment de date de rendu précis pour les planches et tout ça. Donc c'est un peu moi-même qui me met la pression pour avancer parce que j'aime pas faire attendre trop mes lecteurs. Moi, ce que j'ai trouvé comme méthode, c'est que une fois que je finis un chapitre, je le publie directement en ligne. Donc j'ai mon site arlsmanga.com, mais il y a aussi d'autres sites comme Mangadraft par exemple, où on peut mettre ces mangas en ligne et en lecture gratuite. Et ça m'aide bien pour essayer de garder un rythme pas trop long entre chaque chapitre. Eh ben exactement comme je disais tout à l'heure, travailler jusqu'à ce qu'on ait un niveau suffisant, un style bien à soi. Il ne faut pas essayer de copier un dessinateur ou une dessinatrice qu'on aime bien, même si ça aide bien sûr pour s'entraîner, voir comment il fait. Tout ça bien sûr c'est très utile, c'est comme ça qu'on apprend, mais il ne faut pas vouloir à tout prix recopier son style à lui, parce qu'on pourra faire qu'un style, je dirais pas qu'il sera forcément moins bien, mais qui sera forcément comparé à lui. Et voilà, c'est pas forcément ce que les éditeurs attendent. Ils préfèrent en général les dessinateurs qui ont un style bien à eux, qu'on reconnaît tout de suite et qui bien sûr maîtrisent parfaitement leur style. Donc voilà, pour réussir, il faut vraiment travailler son style jusqu'à ce qu'on soit satisfait et qu'on ait un niveau suffisant pour être publié, tout simplement. Et ça, pour voir, il faut contacter les éditeurs, montrer son travail aux professionnels, faire compte des critiques, des remarques et pas se décourager. Et voilà, continuer à avancer, essayer. Comment on fait pour réussir? J'aimerais bien le savoir. Si j'avais un secret, j'aurais déjà réussi. Moi, en même temps, c'est pas vraiment mon but en soi. Faut aussi savoir quel est notre objectif principal. Est-ce que c'est réussir, gagner de l'argent? Si votre but c'est gagner de l'argent avec votre manga, c'est pas le bon métier que vous avez choisi. Parce que c'est très rare de vraiment bien gagner sa vie quand on est auteur de bande dessinée, de manga. Mon objectif, c'est de faire connaître mon histoire à un maximum de monde. Et comme je suis en auto-édition, c'est pas évident parce que je suis pas distribuée, c'est-à-dire que je suis pas disponible dans les librairies, dans les espaces culturels et tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je participe à beaucoup de conventions, par exemple, de salons manga à travers la France, pour aller tout simplement à la rencontre des lecteurs et pouvoir présenter mon manga à un maximum de monde. Et sinon, les réseaux sociaux, c'est une bonne solution aussi pour se faire une petite communauté, poster régulièrement ses travaux. Moi je suis sur Instagram par exemple, principalement. Ça permet de faire connaître son travail et puis d'échanger avec les lecteurs et c'est vraiment cool. Alors j'ai un avis qui est très partagé sur les intelligences artificielles parce que d'un côté ça me fascine, moi je trouve ça absolument fascinant, la manière dont la rapidité avec laquelle ça évolue. Tout ce qu'elles sont capables de faire aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Et d'un autre côté, c'est sûr que ça a des côtés négatifs. Alors le fait que ça vole des œuvres à des artistes pour créer d'autres œuvres, forcément c'est toujours un peu problématique et ça nécessite d'être encadré, ça c'est certain. Que ça prive pas les auteurs de leur travail. L'IA, c'est évidemment un vaste sujet. Il y a beaucoup d'artistes qui voient ça comme une menace pour la profession. Au niveau des illustrateurs, je connais des gens à l'heure actuelle qui ont moins de clients parce que leurs clients préfèrent passer directement par une IA pour générer un logo, une mascotte, quelque chose comme ça. C'est indéniable, ça va complètement chambouler le domaine artistique. Malheureusement, j'ai envie de dire, on ne va pas pouvoir empêcher les gens qui veulent s'en servir de s'en servir. J'espère qu'il y aura du côté des clients des gens qui continueront à apprécier le travail d'un artiste pour ce qu'il est et avec sa personnalité qui lui est propre, ça ce qu'une IA ne pourra jamais remplacer. Et ensuite, de mon point de vue à moi, d'auteur de manga, j'ai envie de raconter l'histoire que j'ai dans la tête depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai pas forcément envie de la calibrer pour que ce soit un immense succès ou je ne sais quoi. J'ai cette histoire et c'est celle-là que je veux raconter. Donc je vais pas me sentir menacée par une IA qui va inventer une histoire qui pourrait être meilleure que la mienne, ce sera juste pas la mienne. Et c'est celle-là que j'ai envie de raconter.
ben, exactement comme j'ai dit tout à l'heure, travailler, s'entraîner, tous les jours, recopier, apprendre. Travailler son anatomie surtout, prendre des modèles, pas hésiter à prendre des modèles, c'est la base, c'est vraiment comme ça qu'on apprend comment les choses sont construites, comment un corps est construit, comment les muscles sont reliés les uns à les autres, les proportions, comment la lumière se déplace sur un corps, les zones d'ombre, les zones plus éclairées, tout ça, toutes les choses qui permettent de rendre le volume, perspective, toutes les règles de base du dessin, il faut vraiment les apprendre très vite et pas vouloir aller trop vite surtout. Si on veut juste faire un dessin, là j'ai envie de dessiner ça, qu'on se lance et qu'on n'a pas les bonnes bases, et ben voilà, le dessin ne sera pas bon et on va se décourager. Tandis que si on a des bonnes bases, on sait qu'on pourra au final obtenir quelque chose de correct. Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est dessiner. Ça paraît vraiment tout bête, mais quand on veut progresser en dessin, il faut dessiner. Et quand on veut vraiment raconter des histoires, faire du manga, de la bande dessinée, il faut faire des planches. Même si ça peut être des toutes petites histoires très courtes, mais le fait d'avoir des planches terminées, ça peut être 5 pages, même pas. Ça peut être très très motivant d'avoir un projet fini comme ça et s'entraîner à tracer des cases, vraiment faire le découpage, organiser ces cases les unes par rapport aux autres pour pouvoir raconter une histoire de la manière la plus fluide possible. Ça, c'est des choses qui s'apprennent assez mal en théorie et c'est vraiment par la pratique que vous pourrez développer votre sensibilité narrative, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut se lancer. Moi, j'ai attendu très très longtemps avant de me lancer, je regrette beaucoup parce que j'aurais forcément un meilleur niveau si j'avais moins attendu. Donc si vous hésitez encore, c'est le moment d'y aller. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. À bientôt. Bon, sur cette vidéo de comparaison est terminée. On espère qu'elle vous aura plu tout autant que toutes les autres vidéos de comparaison qu'on a pu faire sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi, comme on l'a dit, à nous mettre des sujets de comparaison si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous voudrez comprendre et voir la différence, que ça sera avec grand plaisir d'y répondre. Nous, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir répondre à plein de sujets de comparaison parce que c'est hyper intéressant. Grâce à ça, on a remarqué que ça a pu aider pas mal de gens, que ce soit pour choisir leurs études artistiques ou leur métier, ou voir la différence, pour comprendre certaines choses. Et franchement, c'était avec grand plaisir de faire ça et ça nous a extrêmement fait plaisir et touché. Bon, sur ce, on ne vous embête pas plus longtemps. On se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistiques et créatives. Et sur ce, en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont comme d'habitude en barre d'infos. Comme tous les vidéos, quand on vous le dit, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver prochainement. Même peut-être des surprises, on ne vous dit pas plus. Bref, on vous remercie et on se dit à la prochaine. Et encore merci aux 2 personnes qui ont participé à la vidéo, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent bien participer à nos vidéos et répondre à nos questions. Donc on les remercie encore une fois. Et n'hésitez pas aussi à les remercier dans les commentaires. Ça leur fera sûrement extrêmement plaisir.